It's a brand new day. Hey. Wake up every morning and say, it's a brand new day. Hey. Take a good day, make it great, okay. Bon matin à tous. Comme vous le savez, en fait, on a lancé notre site web lavoidesgrimpeurs.ca il y a quelques semaines. Donc, le but de ce site web-là, principalement, va être de connecter le bon coach avec la bonne personne. Donc, vous êtes au courant, c'est tellement difficile d'avoir de l'information en ligne. Il y a plusieurs personnes qui vont se proclamer coach puis qui vont donner des conseils à gauche, à droite sans être spécialisés réellement dans ce qu'ils vont faire. Donc, en fait, avec notre programme Trouve ton coach sur notre site, on va vous aider à briser votre plateau. Puis probablement que vous n'êtes même pas au courant de c'est quoi la pépite d'or qui va vous manquer pour aller passer au prochain niveau dans votre escalade. Donc, que ce soit une préparation mentale, une préparation physique, donc que ce soit aussi une préparation au niveau de votre nutrition ou même de la fameuse technique. On a le coach pour vous. On a un petit peu plus que 6 coachs avec sur lavoidesgrimpeurs.ca qui peuvent vous aider à passer votre escalade au prochain niveau. Donc, la meilleure façon de pouvoir voir quel coach peut être le bon fit avec vous, ce serait de prendre un appel découverte avec moi. C'est gratuit. On regarde ça ensemble pour voir c'est quel coach qui serait adapté par rapport à votre situation à vous, votre emploi du temps, etc. Donc, que ce soit à Québec, au Québec, en fait, ou en Europe, il y a possibilité de le faire en ligne. Donc, le lien va être dans la barre de description. On se retrouve de l'autre côté pour un appel découverte ou aller voir sur lavoidesgrimpeurs.ca pour remplir le formulaire. On se voit de l'autre côté. L'épisode d'aujourd'hui est aussi présenté par notre fier sponsorship depuis en fait 3 saisons, la boutique en ligne Delire. Donc, si honnêtement vous n'avez pas encore jeté un coup d'œil sur la boutique en ligne Delire, moi je vous conseille fortement d'aller regarder. Il y a tellement de stock, là, fait que ce soit au niveau des souliers d'escalade, que ce soit au niveau de la chalk, que ce soit au niveau des harnais, pour tout ce qui est trad, pour tout ce qui est sport, block, crash pad. Honnêtement, c'est pas compliqué, ils ont tout. On a un code promo qui offre justement le prix de quelqu'un qui est abonné au Délire à toutes les personnes justement qui sont sur le show La Voix des Grimpeurs podcast. Donc avec le code LVDG10, vous allez avoir 10% sur tout ce qu'il y a en stock, qui font de la livraison un petit peu partout à travers la province du Québec. Puis même pour les grosses commandes, il y a possibilité de faire des commandes en Europe. Donc allez checker sur la boutique en ligne Délire. Puis comme je l'ai dit tout le temps, acheter sur la boutique en ligne Délire, c'est encourager La Voix des Grimpeurs podcast. Ça nous aide énormément. Hey! Si vous êtes rendu jusqu'ici, je veux juste vous dire un gros merci. Votre support vaut beaucoup plus que ce que vous le pensez. Honnêtement, je le répète souvent, mais si vous êtes capable de pouvoir partager le show à quelqu'un ou laisser un commentaire ou un 5 étoiles ou quelque chose, ça nous aide énormément à faire grandir La Voix des Grimpeurs podcast. Puis aussi, comme j'ai répété un petit peu au début de l'épisode, sur lavoidesgrimpeurs.ca, vous allez pouvoir trouver tous les épisodes de podcast, donc que ce soit au niveau de Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Puis vous allez même pouvoir trouver une façon, si vous en êtes rendu là, d'avoir accès à un coach pour briser un certain plateau en escalade. Donc, je vous laisse là-dessus. Bonne continuité au niveau de l'épisode. Good! Donc, bon matin à tous sur cet magnifique épisode de La Voix des Grimpeurs. Donc, comme je disais en fait à chaque début de podcast, le but du show, en fait, c'est vraiment de rassembler la communauté de grimpe francophone à travers la planète. Ça va être aussi d'éduquer un maximum de personnes par rapport à un paquet de sujets qui sont l'entraînement. Puis pour ceux, en fait, qui n'ont pas encore regardé le site web lavoidesgrimpeurs.ca, on vient tout juste de lancer notre programme Trouve ton coach. Donc là, je fais un petit spoiler alert, mais pour tous les gens, en fait, qui s'intéressent à l'entraînement, à la nutrition, à la psychologie ou aussi au développement technique, on a probablement quelqu'un qui peut vous aider à passer ce plateau-là. Fermeture de la parenthèse. Puis aujourd'hui, on va entrer dans un sujet qui m'intéresse énormément. Puis on a la chance, en fait, d'avoir probablement une des personnes qui va représenter le futur de l'escalade de glace et de l'alpinisme au Québec. C'est quelqu'un aussi avec qui j'ai pu pratiquer l'escalade intérieure de voie. Donc, Vincent Landry, je suis vraiment content que tu aies accepté, en fait, de venir
sur le show. Pareillement. Ça fait longtemps qu'on en parle. C'est cool qu'on c'est vrai. officialise le tout C'est vrai. et qu'on se rencontre pour de bon. Ouais, c'est clair. Puis en plus, c'est drôle parce que on avait, la première fois que tu m'en avais parlé, je pense que c'est toi qui étais venu m'en parler sur le compte de La Voix des Grimpeurs sur Instagram. Je pense que oui. Puis t'allais partir en voyage, mais c'était comme pas officiel. Puis là, finalement, t'as fait ton voyage. Puis pour les gens qui, en tout cas, tu vas pas en parler, là, mais t'as monté le Denali puis tu l'as descendu en ski. Là. Mm-hmm. Fait que c'est pas tout le monde qui fait ça, mettons, sur la planète. Fait que c'est quelque chose d'assez cool. Là. C'est unique. Ouais, assez. Puis en fait, on a préparé un petit planning pour faire en sorte que les gens du podcast puissent voir un petit peu des ressemblances entre tes disciplines à toi que tu fais puis l'escalade en général, mais j'aimerais aussi qu'on approfondisse un petit peu par rapport à c'est qui l'athlète, Vincent, c'est quoi sa vision du futur, puis c'est quoi, où c'est que tu te vois dans le fond, dans le futur par rapport à ça, par rapport à tes voyages, etc. Mais first, parle-moi de... En fait, pour que les gens ils te connaissent, parle-moi de toi. Comment tu as commencé l'alpinisme, puis de où a commencé cette motivation-là, puis aussi l'escalade de glace, puis l'escalade de roche en général. Où ça l'a pris racine. Où ça a commencé, exact. J'ai un passé de skieur de fond. Mm-hmm. Je fais beaucoup de compétitions et ça jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, j'ai été dans le sport dès un très jeune âge. Mm-hmm. 4-5 ans, j'étais dans le monde de la compétition. Je commençais vraiment très jeune. Puis je me suis rendu jusqu'à un certain niveau. J'ai été membre notamment du Centre national d'entraînement Pierre-Hervé au Mont-Saint-Anne, qui est un peu comme la première marche, si on veut, entre guillemets, là, du niveau professionnel. Donc, c'est vraiment un peu le point où les athlètes vont vraiment, en quelque sorte, mettre tous leurs œufs dans le même panier pour se consacrer à ce sport-là, pour essayer d'en faire une carrière. Donc, c'est par là vraiment que j'ai grandi. Puis, c'est justement à cet âge-là, 18 ans, que j'en avais assez de faire de la compétition, de me comparer aux autres, d'avoir un dossard, d'être dans un environnement contrôlé, si on veut. J'avais envie d'être dans les montagnes, j'avais envie de me mettre mes propres limites. Donc, je me suis lancé dans les sports plus d'aventure au départ, plus les randonnées, les trekking en solitaire. J'ai fait des randonnées de plusieurs milliers de kilomètres et ce, plusieurs fois, que ce soit le Pacific Crest Trail, le Continental Divide Trail, le Great Divide Trail. On a fait le Pacific. J'ai fait le Pacific Crest Trail. C'était un peu mon baptême, si on veut. Toutes ces expéditions-là, c'était mon baptême, si on veut, dans le monde de la montagne. OK. Puis, à travers tout ça, j'ai toujours pratiqué l'escalade un peu à un niveau amateur, mais quand j'ai arrêté de ski de fond, je me suis lancé vraiment à temps plein dans les expéditions, mais aussi parallèlement à ça, à l'escalade, à l'escalade de roche, à l'escalade de glace. Puis, avec mon passé de skieur, j'ai toujours continué à faire aussi du ski haute route, du ski alpinisme, pour vraiment aller avoir accès à du terrain un peu plus d'aventure, un peu plus reculé. Puis ces disciplines-là, l'escalade, la randonnée, le ski, ça culmine toujours vers le point un peu pour moi de l'alpinisme. Puis c'est ce dans quoi je me spécialise. Du moins, j'essaye depuis environ 1 an ou 2 là, que j'alloue mon temps, mon énergie à la préparation de ces voyages-là. Puis j'essaie de faire des trucs intéressants, que ce soit en Amérique ou en Europe. Là. Ouais, c'est malade ça. Puis dans le fond, c'est de où que ça t'a inspiré? En fait, tu sais, l'alpinisme, c'est de où tu as été motivé à faire ça? De base, est-ce que t'avais-tu des gens qui t'ont inspiré à faire ça au Québec? Ou c'est plus, mettons, des inspirations qui venaient de l'Europe en tant que tel? Je sais que tu étais allé à Chamonix aussi quelques fois. J'étais à Chamonix longtemps, oui, mais côté inspiration, j'ai de la misère à cibler une personne en particulier qui aurait pu m'amener à faire ce sport-là. Je pense que c'est vraiment quelque chose de personnel à moi. Le monde vertical m'a toujours intéressé, m'a toujours intimidé, puis c'est vraiment cette peur-là un peu, cette peur de l'inconnu qui m'a poussé justement à me lancer dans cette discipline-là. Mais sinon, côté initiation, je pense que j'ai eu la chance dans mon parcours de faire des sports avec des personnes qui étaient toujours plus fortes que moi, que ça soit en ski, que ça soit en escalade. Donc, j'ai progressé à un niveau assez rapidement. J'ai progressé à un bon niveau rapidement. Donc, toutes ces personnes-là avec qui j'ai eu la chance de partager une cordée, de faire une montagne, c'est vraiment un peu les personnes au quotidien qui m'ont inspiré à faire plus, là, puis à me dépasser moi-même. Là. Mais sinon, une figure, si on veut, une personnalité connue, j'en ai pas vraiment. En tant que tel. Est-ce que tu dirais qu'au Québec, il y en a un peu moins, genre que mettons, en dehors? Il y en a beaucoup,
mais sont définitivement un peu moins connus, un peu moins médiatisés que ce qu'on a en Europe. Je pense que la scène internationale de l'alpinisme se joue beaucoup en Europe ou en Asie, du moins. Ici, en Amérique, on a un peu moins d'options, mais on a quand même des trucs très intéressants, que ce soit dans les Rocheuses, que ce soit en Alaska. Puis sinon, au Québec, en particulier, on a des très bons alpinistes qui viennent d'ici, mais c'est pas à cause des choses du Québec nécessairement qui se font connaître. Donc, on voit beaucoup de plus en plus des projets qui prennent naissance au Québec, que ce soit dans les Hautes-Gorges, que ce soit sur la Côte-Nord. Donc, de plus en plus, on voit que le Québec commence à avoir sa place un peu dans le monde de l'alpinisme, mais je pense que c'est récent. Donc, c'est assez nouveau. On a des parois magnifiques, on a un terrain incroyable qui mérite d'être connu, mais en ce moment, c'est quelque chose qui est en construction encore. OK. Ah ouais, j'adore ça. Puis après ça, est-ce que tu dirais que tout ce qui est, mettons, trad, sport, glace, alpinisme, est-ce que tu penses que tout ça, ça se rejoint? Est-ce que tu penses que une des disciplines va aider à l'autre? Comment tu vois un petit peu ce mélange de tout ça? Définitivement qu'ils ont tous... Tu fais pas mal, tu fais tous ces sports-là. Est-ce que tu as une façon, si on veut, de traiter chacun des sports pour que ça puisse... As-tu une façon précise, si on veut, de t'entraîner pour l'alpinisme? Je veux dire, je sais pas comment formuler un petit peu ma question, mais est-ce que ou tu fais juste, mettons, grimper puis partir à l'aventure le plus souvent possible pour justement améliorer, pour être plus prêt, mettons, pour ces aventures-là? Ben, je comprends où tu vas en venir. L'alpinisme, c'est un sport tellement précis, c'est une discipline tellement complexe que c'est dur de s'entraîner spécifiquement pour l'alpinisme, mais du moins en faisant de l'escalade, en faisant du ski, toutes ces disciplines-là te permettent à aller faire de l'alpinisme après puis d'être préparé, que ce soit en faisant de la course à pied avant, en faisant vraiment du ski de haute intensité avant ou de l'escalade sportive, du trad très dur pour qu'une fois en montagne, en alpinisme, tu sois bien entraîné, tu sois prêt à ces conditions-là. Ce qui est dur à reproduire en alpinisme, c'est que peu importe la journée d'escalade que tu fais, tu vas au crag ou tu vas faire une journée de ski, tu vas revenir chez toi, tu vas avoir la douche, tu vas pouvoir manger, tu vas pouvoir bien dormir. Mais en alpinisme, souvent, là où la chose qui est dure de s'entraîner pour, c'est justement ces conditions difficiles-là, que ce soit le manque de sommeil, que ce soit l'alimentation qui est difficile, que ce soit le froid aussi, donc sur des longues périodes de temps. Donc, je te dirais que pour l'alpinisme, oui, je m'entraîne avant, vraiment côté cardio, technique en escalade, mais c'est de faire le plus de voyages possible pour vraiment être dans cet état d'esprit-là le plus souvent possible, pour s'adapter, pour s'habituer surtout, pour s'acclimater à ces conditions-là. C'est clair, c'est quasiment dans le fond, quasiment plus un entraînement mental, ben aussi physique et mental, là, ben, j'ai l'impression que si, par exemple, tu t'entraînes pour faire de la voix, ben, tu sais que si tu entraînes tes doigts, tu entraînes, exemple, tes muscles de poule, tu entraînes certaines parties de ton corps pour devenir meilleur, mais j'ai l'impression qu'en alpinisme, c'est quasiment d'être pas un généraliste, mais d'être bon dans plusieurs choses sans une chose qui est comme vraiment spécifique vraiment à l'alpinisme, si on veut. Là. Puis, comme tu dis, les conditions, ça ressemble à quoi, en fait? À quoi ça peut ressembler les obstacles que tu peux vivre en alpinisme qu'il faut que tu t'habitues à ça au fur et à mesure pour pouvoir mieux les supporter dans le futur? Exemple, le manque de sommeil. Y a-tu d'autres choses que mettons, nous, on connaît pas de ça, que c'est comme moins l'alpinisme? Mettons, le manque de sommeil, c'en est une, mais y a-tu d'autres choses, quand tu es en gros voyage comme ça, qui peuvent être difficiles de naviguer à travers ça? Il y en a plusieurs. Logiquement, on pense notamment au manque de sommeil, à l'alimentation, juste l'hygiène. C'est des conditions assez difficiles, froid. Mais les choses pour moi qui ont été nouvelles, surtout dans des grandes voies ou dans des longues expéditions, des montagnes de haute altitude ou des voies très techniques, sur des faces nord, par exemple, c'est souvent mental. Donc, c'est vraiment la charge du risque, puis à quel point on va être prêt à pousser un peu ces limites-là, et ça à chaque jour. Puis avec tous les autres facteurs qu'on vient de nommer, le manque de sommeil, l'alimentation, le froid, cette gestion du risque-là, la peur en quelque sorte, elle devient vraiment amplifiée. Puis ça peut être dur à gérer sur une longue période de temps. Donc, les plus gros obstacles pour moi se trouvent avant tout mental. Oui, c'est quasiment au niveau du système nerveux. Là. À un moment donné, tu deviens, imagine, ça fait, je sais pas, moi je fais pas d'alpinisme, mais exemple, tu es dans une expédition, puis là, ça fait genre 2-3 jours en ligne que tu dors 2-3 heures, ou j'invente des chiffres, là, puis que tu manges de la bouffe qui est comme
so-so, là, plus ou moins. Puis là, t'as pas pris de douche. Puis là, il fait fret. Puis là, en plus, il faut que tu pousses, tu sais, pour... Tu sais, à un moment donné, sur le système nerveux, ça peut être raide, là. Fait que, tu sais, ça devient drainant. c'est ça, Puis ouais. c'est surtout ce qui différencie, à mon avis, les bons alpinistes, les professionnels des autres. C'est pas nécessairement qu'ils sont meilleurs techniquement. Je pense qu'à un certain niveau, tout le monde devient en quelque sorte avec le même niveau. On va grimper en voie ensemble. Je vais pas être meilleur ou moins bon que telle personne, mais quand on va en grande voie, qu'on fait vraiment une grosse expédition d'alpinisme, c'est vraiment cette force mentale-là, cette habitude-là, cette expérience-là qui va vraiment différencier les autres. Surtout par rapport, je dirais, à la prise de risque, puis à comment être confortable, justement, face à cette exposition-là, à ce risque-là. Donc, techniquement, on s'entraîne, on devient bon, mais en montagne, c'est une game complètement différente. Tout le monde est différente, égal, là. en fait, rendu en montagne. Ben, côté technique, je dirais qu'à un certain point, oui. C'est dur de différencier les alpinistes techniquement. Tu les mets sur un mur, tu les mets au gym. Ils vont souvent tous grimper du même niveau, mais tu les mets après ça sur une grande face, puis mentalement, c'est là où la différence peut vraiment faire un gros impact. Là. Y a-tu moyen d'entraîner ce mental-là? Faire le plus de voyages possible, Ok. faire des expéditions. Puis ça va être avec l'expérience que tu vas gagner, les situations dans lesquelles tu vas... C'est de vivre des expériences. C'est de vivre des en gros, là. expériences, puis c'est un peu C'est vraiment du street smart, là. Ouais, si on vivre veut, des là. expériences. Puis Ok. à la longue, avec l'habitude, c'est des fois se rendre un peu insensible face à cette exposition-là, face à ce risque-là. C'est un peu bête dit comme ça, mais de devoir... tu sais, mentalement, si mentalement, ça t'insécurise, puis ça te crée de l'anxiété, ça te crée énormément de peur d'être 5 mètres, exemple, au-dessus de ton dernier point ou de ta dernière protection, ben en grande voie, c'est des choses qui arrivent en tout temps. Là. Donc, si tu fais une longueur de corde une après l'autre, que tu es terrifié, ben, Ton système nerveux, à un moment donné, il est à plus la capable, longue, là. c'est trop, là, mais c'est en faisant plus, puis c'est en s'habituant. Puis ça, c'est le genre de peur, c'est le genre de truc qui peut être apprivoisé dans le sport, qui peut être apprivoisé dans le trad, en escalade de glace. Transposer ça en alpinisme après, si tu arrives plus près pour faire ces projets-là. Là, ça, c'est Ok. sûr. Là. Puis tu dirais qu'en alpinisme, c'est comme une coche. Tu sais, ça, c'est une des questions que je voulais qu'on parle, là, mais je vais la lire comme était écrit. Là, mais pour les gens qui nous écoutent, peux-tu me parler un petit peu des différents facteurs de risque, justement, entre toutes ces disciplines-là? Fait que là, tu viens de parler de trad, sport, glace, alpinisme. Si on avait à les mettre, mettons, si on avait à différencier les facteurs de risque par rapport à toutes ces disciplines-là, comment est-ce que tu décrirais ça? Ben, il y a un risque, le premier risque auquel on pense en escalade, et ça, peu importe la discipline, puis c'est le risque de chute. Puis ça, c'est un risque qui est propre à toutes les disciplines. C'est un risque qui est acceptable en escalade de rocher, dans lequel on peut tomber, que ce soit en trad, que ce soit en sport. Donc, c'est communément bien... Ben, c'est pas bien vu. Tu souhaites pas tomber, mais tu peux tomber en roche. Tandis qu'en glace, c'est moins bien vu. Du moins, tomber sur une broche, sur une vis à glace, c'est pas permis. Il y a une règle en glace, puis c'est de pas tomber. La chute risque d'être assez mauvaise. Puis en alpinisme, on s'entend que aussi la chute est pratiquement interdite. Là. Donc, souvent, c'est dans des endroits reculés. Tu ne souhaites pas tomber. Puis souvent, tu vas être en crampon piolet, encore une fois, comme en glace. Les risques de se faire mal sont amplifiés. Là. Okay. Donc, le risque de chute, bien évidemment, c'est en escalade de rocher, puis quand on va faire de l'escalade de glace, c'est souvent le seul risque auquel on pense parce que souvent, on peut pas. Il n'y a pas d'autre danger que ça. Le soir, on revient chez soi, tu sais. Mais en alpinisme, il y a beaucoup d'autres risques par rapport à la complexité de la voie, à l'engagement aussi qu'on va avoir. Si on se lance dans une face, par exemple, qui fait 1000-1200 mètres, on ne sait pas... Tu pars faire une voie en escalade, tu sais que ça te prend tant de dégaine ou tu sais que ça te prend tel coinceur jusqu'à un numéro 3, par exemple. Tu sais exactement ce qui t'attend, mais dans une voie en alpinisme, dans une grande face, par exemple, tu sais pas nécessairement les conditions vont ressembler à quoi au sommet, tu sais pas quel équipement tu vas avoir besoin nécessairement, fait que tu pars plus préparé. Puis c'est souvent la crainte dans les grandes voies, souvent la seule sortie va se faire par en haut. Puis là, par là, je m'explique, c'est souvent, on est engagé dans une face, on a fait 500 mètres de progression sur 1200, puis s'il y a un pépin, il faut redescendre, il faut revenir sur nos pas. Il n'y a pas de stations de rappel qui sont équipées, il n'y a pas de relais avec des chaînes pour faire des rappels. Donc, souvent, le seul moyen de sortir de la voie, ça va être de continuer l'ascension. Donc, c'est un peu cet engagement-là, ce risque-là de rester pris, en quelque sorte. On ne sait pas un peu dans quoi on s'attend quand on se lance en alpinisme, puis... Souvent, c'est vraiment avec l'expérience, avec les situations qu'on a vécues dans le passé, qu'on peut avoir une meilleure idée de ce qui nous attend. Là. Okay. Mais dans les gros risques, là, je dirais que c'est
c'est le plus important, du moins pour moi. Là. Ouais. Le risque d'être engagé. Ça arrive-tu justement? Ça t'es-tu déjà arrivé? Ben, c'est sûr que oui, en fait, là, d'arriver dans des situations où c'est que là, pas la panique embarque, mais t'es comme, OK, là, comme, on est dans la merde. Là. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Là? Ça arrive. Je dirais pas panique, je dirais pas peur, parce que j'attribue ces deux sentiments-là, tu sais, la panique, la peur avec une perte de contrôle en quelque sorte, puis ça, c'est absolument ce qu'on veut pas en montagne. Puis c'est ce qui fait un bel esprit de cordée, là, c'est que c'est une équipe qui, dans des moments difficiles, va être capable de rester positif, puis de mettre son énergie en commun pour que tout aille bien. Mais ça m'est déjà arrivé d'être dans des moments, par exemple, où... la seule sortie était par en haut, puis on aurait eu à redescendre, par exemple. Puis là, il fallait vraiment tout mettre l'énergie en commun pour continuer, que ce soit une fois, on s'était perdu dans une voie, par exemple, puis on n'avait pas progressé au rythme qu'on voulait. On avait fait seulement 4 pitches en une journée, puis 4 pitches, quand je parle de 4 pitches, je parle d'à peu près une longueur de corde chacun, donc on avait progressé de maximum 200 mètres, et ça pendant toute la journée. Puis normalement, on s'attendait à sortir cette journée-là. Là. Donc, on n'avait plus de nourriture, mais il fallait absolument continuer. Il fallait sortir jusqu'en haut. Donc, des situations comme ça qui peuvent être assez problématiques, mais en alpinisme, tu n'as pas le choix un peu de te relever les manches. Puis sinon, c'est la muerte. Tu es vraiment laissé à toi-même. Là. Ouais. Ah ouais, crime, c'est débile, ça. Ça, c'est pas quelque chose que tu peux entraîner, là. Je veux dire, tu peux te préparer mentalement à te dire que ça se peut que ça arrive, puis que c'est comme l'acceptation du risque que ça peut arriver, mais une fois que tu es sur la paroi, il faut que tu fasses confiance à ton équipe aussi, j'imagine. Tu le sais déjà à la base dans quel genre de projet tu t'embarques. Ouais. Tu le sais, tu connais les risques. Là, après ça, c'est là où je reviens avec l'acceptation du risque, puis c'est ce qui sépare les bons alpinistes des autres. Il y en a qui sont capables d'en prendre plus. Il y en a qui sont capables de se lancer dans des faces un peu à l'aveugle, sans savoir ce qui va se passer, ce qui les attend. Tandis qu'il y en a d'autres qui préfèrent rester dans du terrain un peu plus connu. Ouais. Fait que c'est un peu ça la beauté du sport. Ça reste quand même la découverte, l'exploration en haute montagne, mais ça vient beaucoup avec ce risque-là, là, de ne pas savoir ce qui nous attend. Là. C'est fou, ça. Puis, justement, on a eu Jeff Mercier là, sur le podcast. Je sais pas, en tout cas, tu sais c'est qui, c'est sûr. Mais lui, ce qu'il me disait, c'est un petit peu comme toi. Il disait la différence entre justement les grands grimpeurs pas les grands grimpeurs de glace, mais entre certains grimpeurs de glace puis d'autres grimpeurs de glace, c'est jusqu'à où ils sont capables d'accepter de se faire mal. Fait que lui, je me souviens, je lui parlais, on était par Zoom là, parce qu'il était dans un voyage en Islande. Puis il grimpait des crevasses. Puis là, il me regardait bien sérieux. Puis il me dit, ouais, moi, dans le fond, je suis prêt, avec son accent français, il dit, moi, je suis prêt à me rendre jusqu'à la fracture. Puis il me dit ça, il m'a dit ça, straight pipe, en me disant comme moi, c'est comme mon seuil. Il dit, je suis prêt, dans le fond, à me rendre jusqu'à me fracturer quelque chose, mais pas plus loin que ça. Mais ce que ça voulait dire aussi indirectement, c'était comme, ça voulait dire, il y a d'autres personnes qui acceptent peut-être même de se rendre jusqu'à peut-être possiblement mourir, tu sais, ou il y en a d'autres que c'est probablement moins que la fracture aussi. Là. C'est une belle question avec Jeff. Puis si tu me parlais des personnes un peu qui m'ont inspiré dans le sport, Jeff Mercier, c'est une des personnes qui m'inspire beaucoup. Puis encore aujourd'hui, on est en contact un peu. Là, on s'échange des fois quelques idées. Puis là, c'est drôle la question que tu l'as posée parce que là, maintenant, il y a une famille, il y a des enfants. Donc là, je pense que je veux pas parler pour lui, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, son risque, ça se trouve être la fracture. Mais Jeff Mercier, c'est quelqu'un qui a un nom très connu dans le monde de l'escalade, dans le monde de l'alpinisme. Puis je pense qu'il y a une époque où le risque était peut-être plus élevé que la fracture. Puis ça, c'est des choses qui sont normales quand on cherche à repousser les limites du sport, surtout au point où le sport est rendu aujourd'hui. Faire free solo, El Cap, c'est rendu ça la norme. C'est plus que la fracture. Donc, pour se faire connaître dans le sport comme Jeff Mercier, pour se faire connaître dans le sport comme Alex Honnold, il faut être prêt justement à dépasser cette limite-là. Mais l'image de la fracture, c'est quelque chose qui est assez cru, mais en escalade de glace, par exemple, comme Jeff pratique, quand je dis qu'il ne faut pas tomber, pratiquement à 9 chutes sur 10, là, le résultat serait une fracture. Là, Donc, c'est un sport qui est assez dans... Il ne faut pas chuter en glace. Donc, la fracture, je comprends, mais c'est ça. Pour pousser le sport à un autre niveau, il faut être prêt des fois à mettre un peu plus sur la table. C'est à quel moment que tu te poses ces questions-là? Puis, mettons, toi, as-tu déjà eu cette discussion-là avec toi-même? C'est que tu disais, bon,
Et où la ligne? Vince, genre, jusqu'à où est-ce que je suis prêt à pousser? C'est une bonne question, ouais, hein? C'est une très bonne question, mais... En passant, on a tellement pris des tangentes, là, j'aime ça. Je pense pas que c'est nécessairement des... en tout cas, je parle pour moi, on a un peu toujours la mentalité, ça arrivera pas à moi, tu sais. Ouais. Mais au final, quand tu regardes un peu tes projets à la troisième personne, tu te rends compte que tu fais quand même des grosses voies, des grosses expéditions. Donc, de là à me demander si je devrais freiner la pratique, je devrais arrêter de la faire, je ne penserais pas. Là. C'est quelque chose qui me fait sentir vivant, qui me fait vibrer. Je n'arrêterais pas de faire de l'alpinisme pour autant. Puis c'est justement ce risque-là qui rend ça aussi palpitant, aussi intéressant. Mais à travers tout ça, c'est de se demander comment est-ce qu'on veut la pratiquer, les risques qu'on veut prendre, c'est les personnes avec qui on s'entoure aussi, l'expérience, la préparation du projet. Donc, je pense qu'en mettant toutes les chances de notre côté, c'est simple, mais même juste les conditions d'être capable de revenir, de faire demi-tour si les conditions ne sont pas à ton goût, c'est des choses qui peuvent maximiser en quelque sorte ton faible risque d'accident. Tu sais. Ouais. Mais... ça, j'ai l'impression que c'est une relation avec l'ego aussi. Là, mettons, là, on parle de j'allais dire backup, mais je veux le moins possible utiliser d'anglicisme. Mais mettons, de faire demi-tour quand ça marche pas au niveau d'un sommet de push, mettons, ou quoi que ce soit, puis c'est pas possible. Ça, c'est... En tout cas, ça doit pas être facile. Là. Pas facile, mais il n'y a pas vraiment de place pour l'ego en montagne pour des situations comme ça. Si on parle de vie ou de mort, là, donc au final, l'ego prend vraiment la carte. Il là. faut. Ouais. Il faut, là. Mais c'est ça, plus tu en apprends sur les montagnes, sur les avalanches, par exemple, sur juste la météo en montagne, moins tu vas être porté à dépasser ces risques-là, surtout pour les choses que tu contrôles pas, comme la météo ou les conditions. Tu sais, comme moi, je me sens pas mal de faire demi-tour si les conditions sont pas adéquates ou si sont pas sécuritaires. Je pense juste que c'est la chose normale à faire. Puis du moment que les conditions sont pas là, puis que tu sens pas que tu fais la bonne chose, ben, le plaisir, il vient un peu... il vient un peu baisser, là. Mais c'est ça, souvent, c'est là où il faut être prêt. Puis c'est qu'en alpinisme, souvent, quand tu fais plusieurs journées, tu fais des expéditions de plus longue durée, souvent, tu fais face à ces conditions-là, tu fais face à ces défis-là, puis tu n'as pas le choix de continuer. Donc là, la ligne à se dire, est-ce qu'il faudrait que je continue, il faudrait que je me force à faire des choses qui sont pas en condition, qui sont en quelque sorte sketch pour m'habituer à ces... Je penserais pas, mais... on reste dans un sport assez risqué. Exact, là, c'est ça, de base. Ouais, de base, donc on pratique ça quotidiennement. Là. Ah ouais, c'est fou ça. Puis si, exemple, là on parlait de force mentale, etc., mais si, exemple, on faisait un parallèle avec l'escalade, est-ce que tu dirais que d'être, exemple, je sais pas comment le dire en français, là, mais je vais le dire, un well-rounded climber, dans le fond, quelqu'un qui est bon dans tes trad, sport, glace, alpinisme, tout ça. Est-ce que tu penses que d'être bien équipé avec toutes ces disciplines-là, ça peut être à l'avantage de quelqu'un qui voudrait pousser, exemple, en sport ou juste en sport? Est-ce que, exemple, faire de l'alpinisme peut aider à pousser dans des disciplines plus précises, selon toi, ou c'est plus l'inverse qui peut... Je pense que c'est plus l'inverse, mais du moins, je pense que les sensations, du moins pour moi, avec mes expériences, les sensations mentales les plus fortes, comme la force mentale que je me bâtis, c'est à 100% dans l'alpinisme. Ouais. Puis ça, je peux facilement transposer ça dans l'escalade de glace ou dans l'escalade sportive ou dans le trad. Mais l'inverse, c'est pas la même échelle. Donc, c'est dur à ce que ça soit équivalent. Mais là, si on change les rôles, tout ce que tu apprends en sport, tout ce que tu apprends en trad ou en escalade de glace, ça se transpose parfaitement en alpinisme. Là. Ça, c'est clair. Là. Okay. Mais l'inverse, c'est surtout mental, l'inverse. Ouais. Tandis que dans le sens du sport, trad, glace à l'alpinisme, c'est surtout technique. Oui, c'est ça. Exactement, mais pas en termes de force physique. C'est un peu l'école de l'alpinisme, si on veut. Ouais. OK. Ah ouais, crime, c'est vraiment hot. Puis, tu sais, toi, c'est Gab Racine, justement, qui me parlait de ça. Puis, je n'étais pas au courant de ça avant qu'il m'en parle, mais il me disait que niveau cardio, puis toi, mettons, comme athlète d'endurance, tu étais vraiment, tu sais, dans les personnes qui connaissaient, qui étaient très, tu sais, t'es à un autre niveau.
ça, est-ce que tu penses que, mettons, tu sais, que comme coureur très endurant puis comme athlète très endurant, est-ce que tu penses que cet aspect-là de la forme physique peut se ramener à l'escalade en général? Définitivement. Moi, c'est mon passé de skieur, mon passé de coureur, puis encore mon présent, en fait, là, qui m'avantage. Mais je dirais que oui, définitivement, mais ça dépend quand même, parce que c'est pas obligatoire d'avoir un bon cardio pour faire de la haute montagne ou pour faire de l'alpinisme à un haut niveau. Mais moi, je pense que ça va plus ressembler au genre de projet qui m'attire. Moi, je cherche à faire des projets en montagne qui nécessitent des longues approches ou des longs sommets de push, mais en voie technique. Donc là, dans ce genre de projet-là, c'est sûr qu'avoir un bon cardio, ça a l'avantage. Ça permet aussi d'accélérer le tout. Tu sais, devoir faire une voie qui se fait normalement en 3 jours, en une seule journée, par exemple, ben, c'est clair que ça prend un bon cardio. Là. Ça prend une bonne machine. Donc, c'est ça, mais ça ne t'empêchera pas nécessairement de faire la voie. Je pense que ça dépend plus de ta philosophie de montagne. Puis moi, personnellement, la philosophie de montagne que j'adopte de plus en plus, ça se trouve à être le fast and light. En anglais, désolé, mais le rapide, et efficace. Puis pour ça, évidemment, ben, il faut être capable de se bouger rapidement en montagne, là, que ce soit à pied, en ski. Puis si les objectifs sont gros, ben, ça peut être long. Là. C'est clair. Il faut un bon cardio. J'imagine. Ouais. Mais je pense que c'est ça que Gab il me disait que tu courais quasiment genre 100 km par semaine. Quand je m'entraîne souvent pour la saison de montagne, surtout les saisons estivales, là, comme l'été, l'automne, là, je cours. Hey! Si vous êtes rendu jusqu'ici, je veux juste vous dire un gros merci. Votre support vaut beaucoup plus que ce que vous le pensez. Honnêtement, je le répète souvent, mais si vous êtes capable de pouvoir partager le show à quelqu'un ou laisser un commentaire ou un 5 étoiles ou quelque chose, ça nous aide énormément à faire grandir La Voix des grimpeurs podcast. Puis aussi, comme j'ai répété un petit peu au début de l'épisode, sur lavoidesgrimpeurs.ca, vous allez pouvoir trouver tous les épisodes de podcast, donc que ce soit au niveau de Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Puis vous allez même pouvoir trouver une façon, si vous en êtes rendu là, d'avoir accès à un coach pour briser un certain plateau en escalade. Donc, je vous laisse là-dessus. Bonne continuité au niveau de l'épisode. 100-120 km par semaine avec les intensités, les intervalles. Puis à travers tout ça, je place des compétitions. J'ai encore la compétition en moi, là, même si je ne fais plus la course de ski de fond comme avant. Mais j'aime encore me comparer, j'aime me dépasser. Puis la course à pied, c'est un moyen très efficace de le faire. Là. Donc, je m'entraîne beaucoup avec la course à pied là, avant la saison. Là. Let's go. Puis, là, parlant de ski, Denali, c'est ça pour les gens qui ne connaissent pas Vincent. Tu sais, Vincent, il a grimpé, t'as grimpé t'as monté. En tout cas, oui, là, t'as grimpé en fait le Denali 2 fois, je pense, en 1 mois. Tu l'as descendu en ski 1 fois. 1 fois sur les 2, ouais. Juste à la base, grimper le Denali, monter le Denali, c'est quand même. C'est pas tout le monde qui fait ça. Mais le descendre en ski, c'est quand même assez épique. Ça a été quoi le processus pour faire tout ça? J'imagine que ça a dû quand même être de la préparation. Énormément. C'est assez atypique de descendre ça en ski. C'est pas quelque chose qu'on voit trop souvent, mais c'est quand même quelque chose qui est assez qui est présent. Il y a des voies de ski sur la montagne. Puis personnellement, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré de faire le mont Denali à ski. Je trouve que c'est aussi logique de descendre juste plus rapidement. La descente, c'est souvent... Moi, dans le fond, je voulais pas le descendre en ski. Ça me tentait juste pas de me claquer la marche de retour. Fait que je l'ai descendu en ski. Elle peut être longue, elle peut être dangereuse. En ski, des fois, tu passes moins de temps sur la montagne, tu es moins exposé au froid longtemps. Mais moi, à la base, le mont Denali, on avait envie avec mon équipe, avec mes 2 partenaires, de le faire 3 fois. On voulait faire une première montée en acclimatation, ce qui a été fait. On voulait faire une 2e montée, mais cette fois-ci à ski. Puis on voulait faire une 3e montée qu'on n'a pas su réaliser, mais une montée technique en alpinisme, en style alpin. Une voie qui aurait pris 3-4 jours d'ascension sur une crête vraiment plus verticale. Là. Okay. Donc ça n'a pas eu lieu. Puis c'est un peu une des leçons de l'alpinisme, c'est la patience, puis un peu d'être capable de lâcher prise face aux conditions. On a attendu au Denali pratiquement 3 semaines en l'attente de ces conditions-là sans jamais les avoir. Puis dans la première semaine, on a réussi à faire nos 2 ascensions. Donc la montagne, côté motivation, c'était difficile de devoir
attendre Ouais. tout ce temps-là. On a fini par partir un peu les À cause de la température, j'imagine. températures, la visibilité, les chutes de neige aussi. Ouais. Les conditions, on ne sait pas. Il n'y a personne qui, à notre connaissance, qui l'avait fait cette voie-là à ce moment-là cette année. Donc, on n'avait jamais de retour. Donc, on attendait un peu le un cadeau du ciel, en quelque sorte. Là. Puis, il ne s'est jamais présenté. Donc, on est reparti, mais du moins pas les mains vides. On est quand même reparti à la maison avec 2 ascensions de la montagne. Puis, c'est le genre de leçon que tu apprends nulle part ailleurs au final. Là. Exact. Puis est-ce que là, c'est dans tes projets de retourner éventuellement pour faire cette ascension-là? C'est drôle parce que là, on s'est parlé hier au téléphone, mais ouais. C'est tout récent, en fait. On ne s'est pas vu en personne depuis 2 semaines comme faut. Puis là, pendant ces 2 semaines-là, j'ai eu l'invitation d'aller encore une fois sur le parc national du Mont Denali. Okay. Donc, je repars en Alaska dans 2 semaines, mais cette fois-ci, pas pour faire le Mont Denali, mais pour faire un autre projet qui se trouve être sur le glacier, sur le Mont Hunter. Donc, une voie technique en escalade de glace qui nous amène au sommet du Mont Hunter. Donc, je vais partir 3 semaines pour faire ça. Ouais. Donc, toute cette place-là, le Mont Denali, le Alaskan Range, ce parc national-là, c'est quelque chose qui m'attire. C'est les plus belles montagnes que j'ai vues en Amérique, du moins. Donc, je vais y retourner plusieurs fois dans le futur. Donc là, cette année, c'est pour le Mont Hunter, mais cette fameuse voie-là sur le Mont Denali dans laquelle j'ai pas réussi à mettre les pieds, ben c'est quelque chose qui va me pousser à y retourner aussi à l'avenir. Elle est encore sur ma liste, là, cette voie-là. Ah ouais, elle est encore sur la petite liste du futur. Ouais, là, t'as quel âge déjà? J'ai 25. T'as 25 ans. ans. Tu sais, je veux dire. Ouais, il en reste du temps. Il reste du gaz, il reste du gaz. Il reste du gaz, il reste du temps. Ouais, c'est malade. Tu sais, puis, tu sais, quand vous attendez là-bas, tu sais, mettons que t'es là 3 semaines, puis que t'attends 2 semaines avant d'avoir les bonnes conditions, etc. C'est quoi que vous faites? Je veux dire, vous lisez? C'est quoi? On lit, on s'étire, de la bière un peu, on mange, cours, on a la petite routine de haute montagne, mais en vrai, on fait pas grand-chose. On va se divertir comme on peut, mais il faut pas oublier qu'on est en haute altitude. Le camp de base sur le Mont Denali est à 4400 mètres de mémoire. Puis on fait en fait patienter, ne rien faire est parfois la chose la plus importante qu'on peut faire pour la physiologie, pour le métabolisme du corps, c'est-à-dire simplement s'adapter, s'acclimater à l'altitude, permettre au corps de s'habituer à ce manque d'oxygène-là. Donc souvent en montagne, puis c'est ça qui est dur avec la patience, c'est que ne rien faire est souvent la première étape, se rendre à l'altitude voulue, puis maintenant juste attendre, puis juste permettre au corps de mieux s'acclimater. Ouais. Donc, nous, on avait déjà fait 2 sommets à ce moment-là. L'importance de s'acclimater n'est pas aussi importante puisqu'on a déjà testé un peu, en quelque sorte, nos corps, nos métabolismes. On s'est rendu à l'altitude voulue, au sommet. Donc là, pour la prochaine ascension, il fallait juste être patient. On avait déjà, en quelque sorte, l'acclimatation qu'on voulait, mais on pouvait en prendre plus. Là. Donc, juste de continuer à attendre à cette altitude-là, à 4400 mètres, ça... En quelque sorte, ça nous préparait davantage là, un peu pour ce qui s'en venait. Là. Oui, mais vous pouvez trouver le temps long, pareil, des fois. Le temps est long, puis après plusieurs jours. Tu médites, tu lis, t'as pas Netflix, là, t'es juste... T'es là. Tu fais du yoga un peu. T'es avec toi-même, là, en fait. Tu apprends à connaître tes partenaires. Puis c'est là l'important d'avoir grimpé beaucoup avant avec eux. Tu te rends compte que c'est des amis avant d'être juste des partenaires de cordée. Parce qu'après 3 semaines, si tu t'entends pas bien avec, tu vas trouver... Le temps va être long. Encore plus long qu'il l'est déjà. Donc... on tue le temps comme on peut, mais c'est la routine du camp de base. Là. Tous les alpinistes doivent passer par là pour n'importe quelle montagne, là, que ce soit en Amérique, en Asie. Il y a le camp de base, c'est un peu un rituel. Là. Tout le monde doit passer par là. Puis c'est l'attente jusqu'aux conditions. Puis après, il faut être prêt pour ça, là, pour s'y lancer là, quand il se présente. Là. Ah ouais. C'est hot. Puis, tu sais, il y en a. J'imagine que, dépendamment des grimpeurs, il y en a qui vont accepter peut-être des conditions moins qui sont moins favorables peut-être pas parce qu'ils sont tannés d'attendre, mais peut-être par ego aussi. Est-ce que t'as-tu déjà remarqué des situations c'est souvent là, j'imagine que les accidents arrivent aussi. Là, en haute montagne, oui, il y a des grimpeurs qui sont prêts à accepter des conditions plus marginales, je dirais. Puis
je pense que j'en fais partie jusqu'à un certain niveau, mais sur le mont Denali, moi, c'était des risques que je n'étais pas prêt à prendre, là, justement, de me lancer dans des conditions. Pour faire une voie qui prend 3 à 4 jours, avec seulement une journée maximum de beau temps, on se lance un peu... on se lance vraiment dans le vide. Il faut vraiment être suicidaire pour faire ce genre de... Il n'y a personne, en fait, qui est parti faire cette voie-là pendant ce temps d'attente-là. Là. Faut juste être patient. Tu sais, j'ai des exemples. Là. Il y a des gens qui ont été secourus au sommet après une ascension dans une de ces journées-là. À ce moment-là, nous, on faisait une acclimatation. On dormait à 5300 mètres sur la montagne. Okay. On était sur un glacier, sur un plan assez plat. Puis il y avait une tente de poser juste à côté de nous pendant la nuit. Puis à minuit, on se fait réveiller par un hélicoptère qui atterrit sur le glacier juste à côté de notre tente, dans le fond, pour secourir quelqu'un qui avait dans cette tente-là. On ne savait pas qu'il y avait quelqu'un à ce moment-là. Puis on a su par la suite que c'était une personne qui avait des engelures partout importantes aux mains, aux pieds, qui avait un œdème pulmonaire, puis qui avait été séparé du reste de son équipe. 2 autres de ses partenaires étaient encore au sommet, qui ont été retrouvés morts par la suite, parce qu'ils ont tenté le sommet dans des conditions qui étaient trop froides, qu'il y avait trop de vent. Puis je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont été séparés. Puis c'est des scénarios vraiment... Cette personne-là avait été capable de redescendre, mais les autres n'avaient pas été capables. Ouais, ils ont été séparés pour une raison que j'ignore. Donc des scénarios vraiment dramatiques. Puis en montagne, ça peut vite dégénérer comme ça, sans vraiment qu'on s'en rende compte ou qu'on s'y attende. Donc d'y aller dans des conditions un peu plus marginales, ça t'ouvre davantage à ces risques-là, là, puis à ce que quelque chose aille mal. Là. Ben oui, c'est clair. Aïe, aïe. C'est vraiment un tout autre monde. Là. Ouais, c'est vraiment un monde à part. Là, Ouais. J'essaie de préparer le plus possible, mais en tout cas, en bout de ligne... Il n'y a rien qui prépare plus que d'être sur la montagne en personne. Là. C'est sûr que quand tu es sur la montagne, en même temps que des événements comme ça, quand on parle d'attente, on parle de motivation, ça vient jouer un coup. Là, comme, la motivation de tout le monde au camp de base est comme un peu affectée par ce qui vient de se passer. C'est comme un peu... c'est ça. Tu viens te réveiller en te disant ouf, c'est la vraie montagne ici. Là. On n'est pas... c'est pas dans les films. Là. C'est pas... Non, faut pas niaiser. Là. Fait qu'il faut vraiment, encore une fois, la patience, puis attendre les bonnes conditions. Sinon, c'est ça, on vient vraiment un peu... On vient toucher cette ligne-là qu'on veut pas trop s'approcher. Tu sais, puis, Et toi, est-ce que tu t'es déjà ramassé dans des situations justement comme ça où c'est que c'était précaire, pas vraiment, où c'est que t'aurais vécu vraiment une situation quasiment traumatisante ou pas? Tu t'es jamais rendu, t'as été chanceux, tu t'es jamais rendu dans des situations... Puis t'es pas obligé de me parler si t'as eu des situations traumatiques. Là. J'ai pas envie de faire embarquer là-dedans. J'en ai eu plus, quelques-unes, puis c'est surtout dans les débuts là, où j'apprenais, puis où justement je prenais un peu... je faisais un peu trop confiance à la météo, en quelque sorte, là, ou sinon... je connaissais pas assez mon niveau en escalade. Je me lançais dans des voies un peu trop tough, puis je me retrouvais à pas être capable de décompléter. J'ai dû attendre un moment 2 jours complets dans ma tente au Mont-Grou, sur la côte nord, par des températures de moins 40, moins 50, parce que j'étais pris dans une tempête, parce que je savais pas que la tempête allait durer si longtemps. Normalement, selon mon système météo à moi, elle durait seulement 1 journée, mais elle a duré 4 jours. Tu sais, des erreurs comme ça, des apprentissages que j'ai faits, puis que j'ai payé cher aussi d'avoir à attendre comme ça. C'était vraiment pas plaisant, ou des voies que j'ai pas été capable de terminer parce que je surestimais mon niveau, puis que je devais descendre dans une situation où c'était très difficile de sortir. Là. Ouais, c'est clair. Mais de plus en plus, puis c'est rassurant, je me rends compte que ce qui se produit ou ce qui arrive en montagne qui fait en sorte que je dois revirer de bord ou que je dois faire demi-tour, c'est des choses des choses que je contrôle pas. Que ce soit les avalanches, que ce soit des conditions météo, que ce soit les conditions dans la voie aussi. Donc c'est de moins en moins quelque chose c'est de moins en moins des événements qui arrivent à cause de mon mauvais jugement. Puis c'est quelque chose qui est normal avec l'expérience, avec les voyages. Avec aussi les partenaires de cordée que j'ai. J'apprends beaucoup juste à côtoyer des personnes de d'autres pays, de d'autres cultures, qui ont plus d'expérience que moi des fois ou qui ont différentes expériences. Donc juste que tout ça, ça partage ensemble puis fait en sorte que prendre des meilleures décisions. Là, puis c'est de moins en moins par rapport à un mauvais jugement, je dirais. Là. OK.
plus en plus par rapport aux trucs que je contrôle moins. Là. Ah, on souhaite que ça reste comme ça. Là. Ouais, c'est clair, c'est clair. Puis à force de rencontrer justement des partenaires de cordée, ça t'en apprend davantage, etc. Puis, tu sais, aussi, tu sais, je sais que quand on s'était parlé au téléphone, tu m'avais parlé de tes expériences autant à Chamonix qu'en Tchèque, c'est ça? Parle-moi donc de ça, c'était quoi la... Il me semble que tu m'avais parlé que la culture par rapport à l'escalade était quand même différente là-bas versus très, très ici. différente. Elle est très différente. Ouais. J'ai eu la chance, pour faire une parenthèse, là, j'ai eu la chance d'étudier en Europe. J'ai étudié en République tchèque. Donc, c'est pourquoi j'ai passé autant de temps que ça. J'étais à Prague, mais la culture de l'escalade est très présente en République tchèque. C'est d'ailleurs là où vient le fameux grimpeur Adam Ondra. Il est tchèque. Donc, ça ne vient pas de nulle part. Il y a vraiment beaucoup d'histoires en République tchèque par rapport à l'escalade, notamment... vraiment des notions d'éthique qui étaient très différentes, très un peu extraterrestres pour moi par rapport au rocher, par rapport à la façon de pratiquer l'escalade. Donc, la République tchèque, c'est un endroit où ils grimpent sur du grès, ou en anglais du sandstone. Ouais. Et c'est une roche qui est très friable. C'est un peu comme les... C'est du sable, en fait. C'est du sable qui est compacté ensemble. Donc, ils ne permettent pas qu'on utilise les coinceurs mécaniques, donc les protections en métal, que ce soit les câblés, que ce soit les friends. On ne peut pas utiliser ça. Donc, ils se protègent encore à l'ancienne avec des nœuds. Donc, ils font des nœuds un peu en boule avec des cordes, ils placent ça dans les fissures ou ils prennent juste des courroies qui réussissent à placer sur des faiblesses dans le rocher. Puis encore, parce qu'une question d'éthique, on n'a pas le droit d'utiliser de craie, de magnésie, de chalk pour grimper parce que ça salit le rocher, puis apparemment, ça l'endommage aussi. Ouais. Donc, tu te retrouves à grimper des voies de trad sur des nœuds avec... Pas de chalk. Dans des situations stressantes, tu n'as pas de chalk. C'est assez intense. Puis, pour moi, ça a été très formateur au niveau mental. Après ça, je tombe en escalade de glace. Je mets une vis, je mets une broche. Je me sens en sécurité là, plutôt que grimper en rocher sur un nœud, sur des voies avec des crux. Normalement, en escalade de glace, il n'y a pas de crux. Il y a moins de crux présents, définis du moins. Tandis qu'en rocher, il y a des séquences crux. Puis là, tu te trouves avec des nœuds, avec pas de craie. Est-ce que ça lâche-tu les nœuds? Ça tient-tu? Ou... J'ai eu une chute sur nœud que tenu. Okay. C'était pas une grosse chute. Puis c'était un bon nœud. Mais est-ce que les nœuds sont toujours bons? Non. Souvent, tu mets un nœud, puis c'est mental. Là. Tu veux juste avoir une protection pour... Excuse-moi. C'est dans la tête. C'est dans la tête. Tu veux juste te rassurer. Mais ça c'est supposé tenir. C'est supposé tenir, mais il y a beaucoup... Quand il y a des accidents, ils sont gros, là, par contre. Là, c'est des... c'est intense là-bas. Là. Oui, puis c'est encore comme ça aujourd'hui. C'est encore comme ça aujourd'hui. Okay. Ouais, ils sont encore très, très à cheval là, sur les principes là, côté éthique. Là. Ouais. Donc, pas de craie, aucun coinceur. Puis, c'est encore comme à l'ancienne. Là. C'est vraiment un respect des traditions, si on veut. Là. Ouais. Puis là-bas, y a-tu des voies qui sont quand même assez difficiles? Tu sais, des 5-13 en montant, etc. Sur nœud? Ça monte 5-14, ça monte, je ne sais pas s'il y a un 5-15 en Tchéquie, probablement, mais souvent, ça va être des cotes qui ne se grimpaient pas à l'époque. Évidemment, 5-14, 5-15, c'est des cotes assez nouvelles. Donc, ils vont se permettre de grimper ces cotes-là avec les techniques actuelles. En fait, l'idée de l'éthique en Tchéquie, l'idée de l'éthique en République tchèque, c'est qu'on ne peut pas se permettre de grimper les voies qui ont été grimpées dans les années 70 avec les techniques d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'avoir les coinceurs, pour ne pas abîmer le rocher aussi, mais aussi question d'éthique. Puis on n'a pas le droit d'avoir de craie parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas non plus. Tandis que dans les 5-14, 5-15, puisque c'est des projets d'actualité, ils se permettent aussi de mettre des boats. Ouais, c'est ça. Tandis que ce serait inconcevable de mettre des boats sur des voies qui ont été grimpées dans les années 70. Ce serait comme la plus grosse insulte qu'on pourrait faire aux ouvreurs de l'époque. Okay. Donc, il y a encore ces voies-là, beaucoup classiques en quelque sorte, dans les 5-12, 5-13, qui se grimpent encore sur nœud, qui se grimpent encore à la méthode traditionnelle. Aïe. C'est fou. Puis sinon, il y a d'autres choses qui sont frappantes en termes de différence entre la République tchèque et les autres secteurs, ou c'est pas mal ça?
Ben, je dirais qu'avec ça, c'est unique. Là. Il y a Ouais, pas, c'est fou, là. Mais c'est la mentalité, Mhm. c'est la mentalité de l'engagement. C'est des grimpeurs qui n'ont pas peur de se lancer avec une dizaine de nœuds sur le harnais. Ils voient une craque, puis c'est let's go, T'as on y des va. nœuds, Puis... puis t'as un nœud plus gros, t'as une boule de nœud plus gros. Ah une oui, boule exact. de Puis tu nœud. peux les tester. Puis moi, c'est coutume là-bas. Puis pour moi, au Québec, ça serait inconcevable. Mais là-bas, j'ai vu beaucoup de run-out de 20, 30, 40 mètres. Puis c'est normal, là. La chute est mortelle. Tu n'as aucune protection sur une craque qui fait 30 mètres parce que souvent les nœuds glissent dans les craques, donc tu peux rien mettre. Puis les gens là-bas, ils ont un niveau de confort avec cet engagement-là que j'ai vu nulle part ailleurs. Donc c'est ils sont maîtres un peu de cette peur-là, de la chute, de l'exposition aussi qu'ils ont sous les pieds, sans Ouais. protection. C'est vraiment quelque chose qui m'a frappé. Là. Ah, C'est vraiment dans la culture. Là. C'est fou. Ouais. C'est comme si eux autres, de base, leur acceptation du danger était comme une coche de plus que le reste de la planète. Là. C'est que le sport se présente comme ça aussi. Si tu Mhm. veux faire de l'escalade, C'est c'est comme ça. Tandis qu'ici, avec les routes, les voies sportives, nos belles craques qu'on peut protéger avec des coinceurs, c'est plus difficile de se transposer dans leur réalité à eux. Mhm. Tu sais. Ouais. Quand on vient d'un milieu où on peut protéger n'importe quand, Ouais. on se sent en sécurité, plus sur une voie, tu sais. Mais eux, ils sont nés avec ça. Puis c'est la façon avec laquelle ils pratiquent Ouais. le sport. C'est comme leur baseline. Là. C'est comme quelqu'un qui est né dans quelque chose. Pour lui, c'est sa propre réalité. Exact, c'est leur culture. Puis Ouais. c'est comme ça que le sport est pratiqué encore aujourd'hui là-bas. Mais ça a l'avantage, le désavantage d'être dangereux, Mhm. évidemment. Effectivement. Mais ça a l'avantage, par contre, de faire des très bons grimpeurs. Puis Ouais. des très bons alpinistes aussi. Puis c'est pour ça qu'on voit beaucoup de voies, des voies, à l'époque, la Tchécoslovaquie, on voit beaucoup d'alpinistes slovaques, on voit beaucoup d'alpinistes tchèques qui ont repoussé les limites du sport puis qui ont fait des voies incroyables à travers le monde. Là. Mais ils ont vraiment des très bons grimpeurs. Là. Puis Adam Ondra est encore un exemple aujourd'hui. Là. C'est le meilleur. C'est le meilleur qui représente pas nécessairement la culture tchèque, du moins qu'il fait pas des voies non protégeables avec des run-outs de 30 mètres, mais c'est sûr qu'il est capable. Il vient de ce milieu-là, puis je pense qu'il y a quelques vidéos où on le voit grimper en Tchéquie, puis c'est un excellent grimpeur de sandstone, là, surtout. Pas de craie, avec les nœuds seulement. Il vient de ce milieu-là, puis ça paraît beaucoup aussi dans son style. C'est fou à quel point tout est dans la tête en bout de ligne. Là. Ça, on revient encore au mental. C'est encore une fois, tu sépares la voie tu sépares une voie en République tchèque, tu la mets en bloc, tu es capable de faire tous les mouvements, mais c'est avec 30 mètres de vide sous les pieds sans protection que c'est peut-être là qu'on va avoir un petit bug. C'est qu'il est vrai. C'est qu'il est vrai. Ouais. Ah ouais, c'est cool. Puis, là, on parle beaucoup de mental, mais mettons, de l'autre côté, l'aspect physique, toi, ça ressemble à quoi ton régiment d'entraînement présentement pour être capable de sustain toutes ces expéditions-là puis ce niveau-là en alpinisme? Je grimpe plus souvent que je peux. Là, en ce moment, on est au Québec, donc je grimpe... c'est facile pour moi en ce moment. J'ai pas à l'école en ce moment, donc je suis capable de grimper pratiquement chaque jour. Le problème, c'est souvent de trouver les partners, mais pendant qu'il y a de la glace, pendant que c'est la saison d'alpinisme, je grimpe. Puis je fais de la course à pied à travers ça, mais c'est pas mon plan d'entraînement. Mon plan d'entraînement, il est surtout après la saison, donc pendant de mai à octobre, novembre, que là, vraiment, je m'investis dans la course à pied, dans l'escalade, mais vraiment plus côté cardio, que je fais vraiment des plus longues sorties, que j'ai un plan d'entraînement, que je m'inscris à des courses, etc. Tu sais, moi, ma philosophie du sport, c'est le fast and light, c'est vraiment d'être rapide et efficace en montagne. Donc, je m'entraîne pour ça. Avec la course à pied, c'est un bon sport que j'ajoute à tout ça. Mais en ce moment, je fais que grimper. Okay. Quand il n'y a pas de glace, quand il n'y a pas d'alpinisme à faire, ben, je fais de la course à pied. Puis je m'entraîne en escalade, évidemment. Là. Donc, fait que pas, mettons, tu vas pas au gym ou quoi que ce soit. Là, c'est non. vraiment... non, je vais jamais... Course, grimpe, ski, etc. Ouais, exact. Ah, c'est cool. Ouais. Fait que ça fait partie du camp. Mais quoi que, tu sais... Avec le volume d'entraînement, c'est de l'entraînement ce que tu fais, là, je veux dire, grimper, définitivement. l'alpiniste. Oui, c'est de l'entraînement quand même, mais c'est l'alpinisme, c'est un entraînement pour lequel il faut être entraîné. C'est drôle d'une même, mais il faut avoir les bases d'escalade, il faut avoir le cardio, la forme pour se lancer dans ces projets-là. Là. Ah, c'est clair. Puis, ça aussi, je voulais qu'on en parle, mais Chamonix, là-bas... me semble quand on s'était parlé, tu m'avais dit que
pour les gens du Québec, c'est difficile, c'est peut-être avec quelqu'un d'autre que je parlais de ça, mais c'est difficile pour quelqu'un du Québec, justement, de pouvoir atteindre le même niveau d'alpinisme que les gens à Chamonix. Tu sais, toi, tu fais partie des gens qui ont un haut niveau, justement, d'alpinisme, mais est-ce que tu penses que c'est difficile pour quelqu'un qui vient du Québec de pouvoir pousser autant le niveau que quelqu'un qui vient de là, tu sais, qui vient de Chamonix, où c'est que la proximité, tu sais, je veux dire, tu peux faire autant de volume en une semaine là-bas qu'en un an au Québec. Là. Ouais, tu l'as dit, c'est la proximité, mais c'est surtout l'accessibilité. C'est ça. À Chamonix, ils ont un téléphérique qui est très connu, qui s'appelle le téléphérique de l'Aiguille du Midi. Ouais. C'est un téléphérique qui part de la ville à 1200 mètres, puis en 10 minutes, tu es arrivé à l'Aiguille du Midi à 3800 mètres au pied des montagnes les plus importantes des Alpes. Et puis, tu peux faire des voies, des centaines de voies, voire même des milliers de voies alpines qui auraient ici en Amérique une renommée nationale. Là. Tandis qu'ici, il y en a des centaines, il y en a des milliers. Comme là, par exemple, ce que je m'en vais faire en Alaska, je m'en vais faire une voie sur le mont Hunter, sur le North Buttress. On va être partis 3 semaines au total pour faire cette voie-là. Avec les frais d'avion, les camps de base, l'acclimatation, l'attente des conditions, la voie en tant que telle, le retour. Tandis qu'à Chamonix, tu peux faire des voies de la même durée, de la même difficulté, de la même ampleur en quelque sorte. Et ce, en prenant un café en ville le matin, puis une bière en ville le soir. Puis entre ça, tu peux faire une voie qui est aussi imposante en niveau technique que ce qu'on va faire en Alaska. Donc, c'est vraiment ce téléphérique-là, je pense, qui est vraiment la source de de l'expérience que les chamoniards ont en montagne. C'est le berceau de l'alpinisme en Europe, puis c'est pas pour rien, c'est vraiment au cœur des montagnes. C'est vraiment cette possibilité-là de pouvoir faire des voies alpines importantes, et ça plusieurs fois par semaine, là. C'est fou, ça. Là. C'est incroyable. Donc, au Québec, pour moi, c'est impossible de... Au Québec, on n'a pas les montagnes pour faire ce genre de voie-là. On en a quelques-unes, mais elles sont rares. Ça nécessite des longues approches. Ça prend les bonnes conditions. À Chamonix, c'est des choses qui sont beaucoup plus faciles à avoir, tous réunis ensemble. C'est vraiment pour moi, c'est un peu la mecque là, vraiment de l'alpinisme là, au monde. Là. C'est grâce à ce téléphérique-là, c'est cette accessibilité-là qui est nulle part ailleurs. Ouais, ça a été créé il y a combien de temps, ça? Est-ce que tu le sais? Je sais pas exactement, mais ça doit faire 50-60 ans. Okay, ça fait un bout. Là, les alpinistes de l'époque, quand on commençait vraiment à révolutionner le sport, il y avait déjà accès à cette télécabine-là, puis ils allaient repousser les limites de la montagne. Là. Ah, ça fait un bout. Là. C'est fou, ça. Ouais. Puis au Québec, si on avait à nommer, là, il me semble que tu as monté, je l'avais noté, tu as fait la Pomme d'Or en 5 heures. C'est ça, la Loutre puis la Ruée vers l'Or. Est-ce que c'était tout dans la même... Non, c'est pas tout dans la même journée, mais c'est dans les 3 voies les plus majeures qu'on a au Québec, sur un des murs aussi les plus majeurs qu'on a au Québec, qui se trouve être sur le mont de l'Équerre, près de l'Acropole. C'est dans les cascades de glace qu'on a les plus importantes, là, je dirais... au Québec, au Canada, puis même en France, quand j'étais à Chamonix, tout le monde connaît la Pomme d'Or. Là. Tout le monde connaît les voies qu'on a. C'est des voies de renommée internationale. Je pense qu'il l'appelle The Most Notorious. Peut-être, mais elle a vraiment une réputation quand même assez incroyable. Là. En gros, c'est une cascade de 350 mètres de glace continue en face sud de mémoire. Donc, c'est une face qui prend le soleil pratiquement toute la journée. Okay. Puis nulle part ailleurs, partout ailleurs dans le monde, c'est impossible d'avoir une glace comme ça qui se forme à chaque année, puis qui est en face sud en plus. N'importe où, ça fond. Là. C'est pour ça qu'elle devient dorée, ça se peut-tu? Dorée, la couleur, c'est plus par rapport à ce qu'il va y avoir dans la roche. Je ne suis pas géologue, là, mais ce qui se trouve dans la roche va donner à la couleur à la glace. Donc, il y a le mur de l'Équerre qui est un beau terrain de jeu pour nous pour faire de l'escalade, là, que ce soit la Pomme d'Or, la Loutre, la Ruée vers l'Or. Il y a d'autres projets aussi là, un peu obscurs là, sur ce mur-là, mais c'est une grande face. Puis, il y a beaucoup de potentiel, définitivement. Puis c'est tout près de la maison aussi, c'est dans les Hautes-Gorges. Là, donc, c'est pas trop loin. Tu as fait la Pomme d'Or en 5 heures, c'est ça? Oui, on l'a fait. Cette année, on l'a fait en 5 heures. 6 heures avec... Il parlait de ça tout bonnement. C'est pas... en tant que tel, c'est pas un accomplissement incroyable, là, dans le sens que c'est surtout juste d'être capable de raffiner ses techniques puis d'être efficace lorsqu'on fait de l'escalade pour pouvoir faire le tout rapidement, parce que l'escalade prend du temps en tant que tel, mais souvent on est capable de gagner du temps quand on est prêt à grimper en même temps, que ce soit en corde simultanée, ou on est prêt à
à partir plus léger avec moins d'équipement. Puis c'est juste un peu la manipulation d'équipement aussi au relais ou quand il y a des pauses, de ne pas prendre le temps de s'habiller ou de manger. Tu sais, vraiment un peu de la faire en style single push, si on veut, là, de la faire rapidement. Donc, c'est pas quelque chose qui est inconcevable. C'est juste une pratique qui est différente, un peu comme je disais, la philosophie du fast and light, là, qui même en escalade peut avoir des... qui paraît, là. OK. Crime, j'aime ça. Puis là, what's next pour toi? Dans les prochaines années, comment tu te vois pour finir là-dessus, là, c'est où que tu te vois dans les prochaines années en alpinisme, c'est où que tu te vois en escalade de glace, etc. As-tu des projets marquants qui s'en viennent? C'est une bonne question. J'ai énormément de projets, mais j'ai rien d'officiel. Fait que là, de dire... Tu veux pas prendre le statement de t'engager? Je peux nommer un peu les choses qui me passionnent. Aujourd'hui, je peux pas te dire... en primeur. J'ai de la misère à dire où je vais me trouver dans 5 ans parce que je sais pas quel de ces projets-là va avoir lieu, mais pour moi, le but ultime de l'alpinisme, puis ce qui me passionne le plus en montagne, c'est d'ouvrir des nouvelles voies, puis c'est de faire idéalement des sommets qui n'ont jamais été faits. Pour moi, c'est ça le saint graal de l'alpinisme, c'est de faire des nouveaux trucs. Donc, c'est pas nécessairement de faire des répétitions, mais c'est d'aller chercher, faire de l'exploration, faire de la découverte en montagne. Donc, le rêve pour moi, si on veut, ça serait le Népal, ça serait le Pakistan, que ce soit avec le Karakoram, l'Himalaya. Donc, moi, c'est d'aller explorer ces montagnes-là, des sommets qui ont peut-être même pas de nom en ce moment, ou des voies qui n'ont jamais été répétées ou qui n'ont jamais été faites sur des sommets. Moi, c'est un peu ça le but ultime. Tout ce que je fais en ce moment, c'est un peu ça que j'ai derrière la tête, c'est d'aller faire des trucs... Est-ce que tu as des projets d'envergure qui sont connus, mettons, des montagnes super connues, exemple, l'Everest, le K2 ou des... Ouais, ben je pense que peu importe où tu veux, quel genre d'alpiniste tu es, je pense qu'il y a certaines étapes, il y a certaines marches que tout le monde se doit un peu de faire. C'est comme un peu le Yosemite pour les grimpeurs. Donc, définitivement en Europe, par exemple, l'Eiger, le Cervin, c'est des montagnes qui sont importantes à gravir. Les Grandes Jorasses, même chose. Puis dans l'Himalaya, je dirais pas l'Everest parce que c'est pas nécessairement quelque chose qui m'attire, mais je dirais que la barre des 8000 mètres, du moins ça m'attire. Donc, je pense que certaines étapes que tout le monde se doit de vivre à un moment. Là, en tant qu'alpiniste, mettons. Je dirais que des montagnes en particulier, j'en ai nommé quelques-unes. Là, il y a comme un peu les grands noms de la montagne. Puis, c'est pas juste c'est pas qu'ils vont t'apporter quelque chose en plus. C'est plus question d'histoire, respect par rapport à ce qui s'est grimpé dans le passé, un peu de compréhension aussi, comment les choses étaient faites. C'est des trucs vraiment intéressants à faire, là. Surtout en Europe, je dirais. Là. Mais ce qui m'attend... à suivre. On va commencer avec l'Alaska dans 2 semaines. C'est quand même un gros projet. Exact. C'est même, il y a juste 2 semaines. Il y a 2 semaines, je ne savais pas que je partais. Ouais. Donc, après l'Alaska, il y a peut-être quelque chose d'autre. Je sais que je retourne à Chamonix cet été pour faire de la montagne. Donc, ouais. Puis, présentement, est-ce que tu as des sponsors qui t'aident par rapport à ça ou c'est toi-même qui organise toutes tes... J'ai quelques sponsors. J'ai notamment Blue Ice qui m'aide beaucoup avec l'escalade de glace. Puis pour les vêtements aussi, j'ai la chance d'être appuyé par quelques marques, notamment la boutique en ligne Altitude Sport. J'ai Carpos, Austria, qui est basée à Montréal, qui est une marque québécoise. Donc, côté équipement, je m'approvisionne bien. Mais monétairement, j'ai quelques personnes qui m'aident dans mon entourage, mais souvent... ça se retrouve à être moi qui travaille puis qui fait des conférences, qui économise beaucoup aussi. Puis je pars en voyage avec ça. C'est bien correct. Mais déjà là, avec quelques commanditaires, c'est beaucoup mieux que rien. Oui, ça coûte cher. Je les remercie d'ailleurs. Ben oui, c'est clair. Ça coûte cher. Ultimement, est-ce que tu penses que c'est possible de vivre de l'alpinisme? Ultimement, je pense que oui. Mais c'est un sport qui est assez complexe, là, qui est assez compliqué de vivre de ça. Tu sais, on pense aux sports aux Olympiques comme la course à pied, puis ou juste les compétitions qui sont qui passent à la télévision, par exemple, là, où les marques peuvent vraiment avoir un vrai retour sur le placement de produits ou sur leur logo, sur leur marque. Donc là, ça vaut la peine de payer un athlète. Mais sur un sport comme l'alpinisme, qui est pas passé, on ne voit pas à la télévision les ascensions des alpinistes. On est beaucoup, de plus en plus avec les réseaux sociaux, les marques vont chercher beaucoup de retours par rapport à ça, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook. Donc, une manière de vivre à ça, en ce moment, on dirait qu'il y a comme
faut être alpiniste, mais il faut aussi avoir le côté influenceur Ben oui, puis être ben capable de se vendre. Donc, je pense que oui, c'est possible, mais ça prend certaines conditions. Là, puis ça passe par les réseaux en ce moment. Là. Ouais. Je pense que oui, mais... certain nombre ça prend des chiffres, en gros. Ça prend des chiffres. Un certain nombre de views, Tandis etc. que dans d'autres sports, ça prend des médailles, tu sais. Ouais. Ah, ouais. Ouais, c'est clair. C'est clair, puis il n'y a pas de médaille. Tu sais, oui, en tout cas. Est personnelle, la médaille, mais exact, après ça, c'est comment tu la partages, puis qu'est-ce que ça va générer. Ouais, c'est comment tu prends ça, puis tu l'utilises, si on veut, à ton avantage pour faire valoir, mettons, ta plateforme, ta visibilité. Exactement, puis c'est par là que tu fais vivre la marque. Donc, c'est un marché comme ça en alpinisme, plutôt que de juste, je m'en vais monter la montagne la plus difficile au monde. Ça passe pas nécessairement par là. Il faut avoir un message, il faut avoir une plateforme, clairement. Donc, c'est possible, mais ça passe par les réseaux aussi. À suivre. Ouais. À suivre. On espère, même l'escalade, il y a 20 ans, jamais il y aurait, il n'y avait pas tant d'influenceurs d'escalade. Je sais pas si tu comprends un petit peu ce que je veux dire. Autant en voix qu'en bloc, etc. Mais là, ça devient de plus en plus comme mainstream, l'escalade en général. Possiblement que l'alpiniste dans 10, 15, 20, 30 ans. On sait jamais. Who knows? Mais c'est bien que ça soit un peu... underground, si on veut. Là. Exact, c'est ça. C'est une belle culture. Ouais, c'est une belle culture. C'est une culture qui est unique. Ouais. C'est clair. Ouais. Ben écoute, merci. Y a-t-il quelque chose d'autre que tu veux partager à notre auditoire avant de... On peut te retrouver où? Sur les réseaux sociaux? Ben, je pense qu'on a fait le tour. Mais sur les réseaux sociaux facilement, là, sur Facebook, Instagram. Mon nom devrait donner le résultat voulu. Puis c'est là où je me trouve en ce moment, les réseaux Instagram, Facebook, c'est tout. Let's go. Ouais. Let's go. En tout cas, content que tu sois venu sur le podcast. Puis allez le suivre. Ça vaut la peine. Merci. Cheers. Cheers. Yeah! And sometimes I can't help but frown. Then I remember what I meant.